L'empreinte carbone. On a tous ce concept en tête. On nous dit de la calculer, de la réduire. Mais, et si tout ça partait d'un mensonge? Si ce concept n'avait pas été inventé par des écolos, mais par un géant du pétrole? Ce qu'on va voir aujourd'hui risque de tout changer dans notre façon de voir la responsabilité climatique. Alors, on va commencer par une question toute simple, une question qui nous concerne tous les jours. Est-ce que trier ces déchets, ça sauve vraiment la planète? On nous répète sans arrêt que chaque petit geste compte. Mais est-ce que la bataille se joue vraiment là? Ah, cette liste, on la connaît par cœur, pas vrai? Prendre des douches plus courtes, bien trier ses emballages plastiques, éviter de prendre la voiture, éteindre la lumière en sortant d'une pièce, c'est une pression de tous les instants qui pèse sur chacun d'entre nous. C'est un peu la base de l'écologie qu'on nous a enseignée. Justement, cette fameuse idée d'empreinte carbone personnelle, le truc qui est au cœur de toute cette logique, d'où est-ce que ça sort en fait? Qui a eu cette idée en premier? C'est là que l'histoire devient assez incroyable. Accrochez-vous. Ok, retour en arrière. Tout s'accélère en 2004. C'est vraiment l'année où cette expression « empreinte carbone personnelle » explose et entre dans le langage de tous les jours. Mais la question c'est, qui l'a popularisée? Eh bien, ce ne sont pas les militants écologistes. L'inventeur, ou en tout cas celui qui a mis des millions sur la table pour que tout le monde connaisse ce concept, c'est British Petroleum, oui BP, un des plus grands géants pétroliers au monde. C'est quand même fou, non? Une compagnie pétrolière qui vient nous faire la leçon sur notre impact climatique. Et attention, ce n'est pas une théorie du complot, c'est un fait, c'est documenté. La source le dit noir sur blanc. Le concept n'a pas été inventé par des écologistes, mais par la compagnie pétrolière BP en 2004 via l'agence de communication Ogilvy. C'est une campagne de com, tout simplement, pensée, financée, orchestrée. Et le but alors? Eh bien, le plan était d'une simplicité redoutable. Étape 1, on popularise le concept. Étape 2, on lance une campagne marketing à plusieurs millions de dollars. Et c'est là que ça devient génial pour eux. Étape 3 et 4, on déplace la responsabilité. On l'enlève des épaules des producteurs de pétrole pour la mettre sur celles des citoyens. En clair, faites qu'ils regardent leurs poubelles, comme ça ils ne regarderont pas nos puits de pétrole. La source utilise un terme pour ça, une arnaque sémantique. C'est un concept qui est créé juste pour nous embroyer, pour nous paralyser, en déplaçant notre attention. C'est fort, quand on y pense. L'idée, c'est de nous occuper avec des problèmes minuscules pour être sûr qu'on ne s'attaque jamais aux vrais problèmes. Du coup, pendant qu'on se prend la tête sur nos petits gestes, c'est quoi la vue d'ensemble? Si notre effort individuel n'est que la pointe de l'iceberg, qu'est-ce qu'il y a en dessous? 100. Voilà un chiffre à retenir. C'est tout. 100. Ça paraît peu, 100, mais 100 quoi exactement? Et voilà le deuxième chiffre, celui qui fait vraiment mal. 71%. 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions mondiales de gaz à effet de serre depuis 1988. C'est pas une estimation, ça vient du Carbon Majors Report de 2017. Ce graphique est juste brutal. Regardez la taille de la barre de gauche. C'est la part écrasante de ces 100 boîtes. Et maintenant, regardez la petite barre, là, à droite. Eh bien ça, c'est tout le reste du monde. Ça inclut nos douches, nos ampoules, nos voitures. À tous, le déséquilibre est total. La source appelle ça une diversion mathématique. C'est une stratégie qui consiste à mettre toute la lumière sur des impacts individuels qui sont mathématiquement minuscules, pour mieux cacher les impacts industriels qui sont, eux, gigantesques. C'est une question d'échelle. Et on nous a fait regarder du mauvais côté. Cette image, elle résume tout. D'un côté, la charge qu'on nous met sur le dos. Trier le plastique, prendre des douches froides. De l'autre, la réalité, la vraie. 100 entreprises sont responsables de 71% des émissions. La balance est complètement truquée. Il y a une citation dans la source qui est assez violente, mais elle est parfaite. Le tri sélectif est le pansement qu'on met sur une hémorragie artérielle pour donner bonne conscience aux mourants. L'image est dure, mais elle dit toute l'inefficacité totale d'une action quand on la compare à l'ampleur du désastre. Et on termine avec cette question, qui est finalement la seule qui vaille. Si ce concept d'empreinte personnelle a été inventé pour nous distraire, alors, où est-ce qu'on devrait vraiment regarder? Si les petits gestes sont un leurre, quels sont les vrais leviers pour changer les choses? Ça redéfinit tout le débat, et c'est peut-être par là qu'il faut enfin commencer. La peur fige. C'est une phrase toute simple, mais tellement puissante. Et c'est vraiment le cœur du problème quand on parle de notre réaction face à la crise climatique. Alors, c'est avec ça qu'on va commencer notre exploration psychologique.
Alors voilà, on va plonger ensemble au cœur de ce qu'on peut appeler le piège psychologique du changement climatique. Parce que au-delà des faits, au-delà des chiffres qu'on entend partout, il y a la question de savoir comment notre propre esprit, il peut nous enfermer. Et surtout, comment on peut peut-être trouver la clé pour s'en sortir. Et pour commencer, il y a un truc essentiel à dire tout de suite. Si on ressent de l'anxiété face à la situation, ça n'a rien d'irrationnel. Vraiment, loin de là. C'est une émotion qui est une réponse logique, directe à des constats scientifiques bien réels. Prenons par exemple le concept des limites planétaires. Ça peut sonner un peu technique, mais en fait, ce n'est pas du tout une théorie abstraite. C'est un cadre scientifique qui nous dit, voilà, il y a des seuils à ne pas dépasser pour que la planète reste stable. Et à chaque fois qu'on franchit une de ces limites, la menace devient plus concrète, plus tangible. Et du coup, l'anxiété qu'on ressent, elle devient d'autant plus légitime. D'ailleurs, cette anxiété qui vient de la réalité scientifique, elle a un nom, c'est l'éco-anxiété. Et c'est vraiment important de la reconnaître pour ce qu'elle est. Ce n'est pas du tout une faiblesse. C'est une réaction, au contraire, profondément humaine, lucide, face à une menace qu'on n'a jamais connue avant. Ok, donc cette anxiété, on est d'accord, elle est réelle, elle est légitime, mais attention, c'est justement là que le piège se referme. Parce que cette peur, aussi naturelle soit-elle, elle peut complètement nous paralyser, nous empêcher d'agir. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Et c'est là qu'un concept comme la collapsologie entre en jeu. Vous savez, cette étude de l'effondrement possible de notre civilisation. Le truc, c'est qu'en se focalisant là-dessus, elle peut, même sans le vouloir, créer un sentiment d'impuissance totale. C'est un courant de pensée qui part d'une bonne intention, celle d'alerter, mais qui risque au final de nous laisser complètement désarmés, psychologiquement parlant. Cette peur de l'effondrement, elle nous pousse souvent dans deux directions, qui sont en fait deux impasses. D'un côté, on a le doomer, celui qui attend passivement la fin du monde, complètement désespéré. Et de l'autre, le survivaliste, qui se replie sur lui-même, qui stocke des trucs dans son bunker en pensant qu'il peut se sauver tout seul. Au final, c'est deux visages de la même chose, une paralysie collective. Et c'est là le point crucial. Vraiment, qu'on soit dans la résignation ou dans le repli égoïste, le résultat, c'est le même. Zéro action collective, zéro changement constructif. En fait, cette paralysie provoquée par la peur, elle arrange super bien le système qui, justement, a besoin d'être changé. C'est comme une diversion parfaite. Bon, alors, la question c'est comment on sort de ce piège? Est-ce qu'il y a une porte de sortie? La réponse est oui. Et elle n'est pas dans le déni, pas du tout. Elle est dans un changement radical de perspective. Et c'est ça qu'on va explorer ensemble maintenant. Et cette nouvelle perspective, elle tient en une seule question. Une question qui change absolument tout. Est-ce qu'on est face à la fin du monde ou bien à la fin d'un monde? La nuance, elle peut paraître subtile, mais en réalité, elle est immense. C'est toute la différence entre la paralysie totale et la possibilité de tout réinventer. Du coup, le choix devient beaucoup plus clair. D'un côté, il y a le repli égoïste. On se barricade, on se prépare à la fin en s'isolant. De l'autre, il y a l'opportunité de reconstruire. On voit cette fin comme une page blanche, une chance incroyable, historique, de bâtir un modèle différent, plus juste, plus résilient, et surtout, de le faire ensemble. Donc l'idée, c'est d'accepter qu'un système arrive à sa fin, oui. Mais, et c'est le plus important, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter la dépression qui va avec. Au contraire, il faut refuser cette paralysie. L'enjeu, ce n'est plus de subir, c'est d'agir, c'est de tourner la page pour pouvoir enfin commencer à écrire la suite. Alors on va terminer là-dessus, avec cette pensée un peu provocatrice, et si la fin d'un système était en fait le début de tout le reste? Ce n'est pas juste une question, c'est une ouverture. C'est une invitation à imaginer un avenir qui ne serait pas défini par ce qu'on a perdu, mais par tout ce qu'on peut encore construire. Alors bienvenue. Après avoir pas mal tourné autour de la culpabilité, de la paralysie, on arrive enfin à la révélation. Oui, une solution qui est tellement puissante et en fait tellement évidente qu'elle pourrait bien tout changer dans notre façon de voir l'écologie. Allez, on s'accroche, cette fois on plonge dans du très concret. On nous le répète tout le temps, n'est-ce pas? Il faut consommer mieux, acheter bio, local, éthique. Mais et si la vraie question, ce n'était pas de savoir comment on achète, et si le problème c'était l'achat lui-même? Et voilà, c'est ça le changement de paradigme. C'est pas juste un petit ajustement, c'est une sortie de route complète par rapport au système actuel. L'idée, ce n'est plus de choisir entre le produit A et le produit B, mais de se poser la question, comment je fais pour ne plus du tout avoir besoin d'acheter ce truc? Bon. Pour réussir cette sortie, il est clair que changer ses petites habitudes, ça ne suffira pas. Non, il faut une toute nouvelle règle du jeu. Une règle hyper simple, non négociable, qui remet la nature au centre de tout. Et qui, au final, redéfinit complètement la partie. C'est aussi simple et
aussi radical que ça. On imagine une seconde l'impact si chaque entreprise, chaque communauté devait absolument respecter cette loi. Ce n'est plus une vague recommandation, ça devient un principe physique incontournable. Et le point clé, c'est qu'une règle pareille ne change pas seulement nos actions, elle pulvérise la notion même de profit. Un gain ne peut plus se faire en détruisant le capital naturel. Point. Ah, c'est la question qui vient tout de suite à l'esprit, on est d'accord. Si on arrête de tout surexploiter, est-ce qu'on est condamné à laisser tomber notre confort, nos outils, notre médecine ? Eh bien la réponse est complètement contre-intuitive et elle est fascinante. Et c'est là que tout bascule. La technologie, qu'on voit souvent comme la source de tous les maux, devient en fait la clé de la solution. Attention, pas la technologie des grosses boîtes qui nous enferment, non, une autre forme de technologie, ouverte, partagée, libératrice. Imaginez une sorte de kit, un jeu de construction géant, mais pour bâtir les fondations d'une société à la fois moderne et super résiliente. Eh bien ce projet, il existe, il est bien réel et franchement il est spectaculaire. Il faut absolument nommer les pionniers. Ici, c'est Marcin Jakubowski, un docteur en physique qui, un jour, a décidé de lâcher la théorie pour passer à la pratique. Son but, créer un ensemble d'outils accessibles à tous pour qu'on puisse tout reconstruire, mais localement. Lisez bien cette phrase, c'est incroyable. Ce n'est pas de la science-fiction. Le projet, qui s'appelle le Global Village Construction Set, propose littéralement le mode d'emploi pour l'autonomie matérielle. Ce n'est pas juste un petit plus, c'est la boîte à outils complète pour se débrouiller. 50 machines essentielles, pas des milliers de gadgets inutiles, juste le strict nécessaire pour se nourrir, se loger, produire son énergie et fabriquer d'autres outils. C'est l'efficacité à l'état pur. Et les exemples sont hyper concrets. On parle de tracteurs qu'on peut construire et réparer soi-même dans son garage. Ou d'imprimantes 3D qui sont capables de fabriquer les pièces détachées des autres machines. C'est un véritable écosystème technologique qui s'auto-alimente. C'est là la vraie révolution. On sort de l'obsolescence programmée pour entrer dans un monde de résilience perpétuelle. On quitte la dépendance aux chaînes logistiques mondiales pour retrouver une maîtrise locale. Et on sort du surendettement pour l'accessibilité économique. C'est énorme. On arrive maintenant au concept final. Celui qui va fusionner deux mondes qu'on a toujours cru complètement opposés. C'est une vision du futur qui est, pour le coup, incroyablement optimiste et vraiment puissante. Voilà la synthèse géniale qui nous est proposée. On utilise le meilleur de la technologie globale, des serveurs mondiaux pour partager des plans, des améliorations, des savoir-faire en temps réel, pour alimenter une production qui, elle, est totalement locale. Le savoir est mondial, mais sa mise en pratique est hyper locale, avec les ressources qu'on a sous la main. Le message final, il est là. La vraie écologie, ce n'est pas un sacrifice, c'est une montée en compétences. C'est arrêter d'être des consommateurs passifs pour devenir des ingénieurs, des artisans, des créateurs actifs de notre propre monde. La technologie n'est plus un outil de contrôle, mais bien un instrument de libération. C'est la question qui reste en suspens. Plutôt que de passer son temps à résister contre un système, si la solution la plus efficace, c'était de construire ici et maintenant une alternative tellement désirable, tellement fonctionnelle qu'elle rendrait l'ancien monde tout simplement obsolète, l'ère des consommateurs est peut-être finie. Place aux bâtisseurs. Et nous voilà arrivés au bout de cette exploration. On a passé du temps à décortiquer le piège de la culpabilité, cette espèce de paralysie qu'on peut ressentir face à l'idée d'effondrement. Eh bien, maintenant, il est temps de parler de la vision. La vision la plus puissante, la plus constructive, c'est ça, l'objectif final. Bon, allons droit au but. La première chose à faire, c'est peut-être de se poser la question, c'est quoi, au fond, la résistance ? Est-ce que c'est juste aller manifester le samedi avec une pancarte ? Ou est-ce que, comme le suggère la source, la véritable force de changement, elle est ailleurs, dans un travail de tous les jours, un truc patient, méthodique, une construction en fait, une construction de chaque instant. Parce que, attention, cette vision, ce n'est pas un rêve lointain, un truc inaccessible. Non, c'est à notre portée, vraiment ici et maintenant. Et ça, c'est grâce à des outils très concrets. Le point de bascule, le vrai changement, c'est ça, reprendre le contrôle, reprendre nos moyens de production. Mais pas à l'échelle d'un pays, non, bien plus proche, à l'échelle de notre quartier, de notre voisinage. Et là, il y a un exemple qui est juste fascinant. C'est le FarmBot. Imaginez un peu le truc, un robot jardinier. Mais attention, ces plans sont en open source. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont libres, accessibles à tout le monde. Le but ici, ce n'est pas de faire du profit, pas du tout. C'est de mettre une technologie de pointe au service de la communauté et de le faire en l'associant avec la sagesse de la permaculture. C'est juste génial comme concept.
Et là, on ne parle pas de science-fiction, hein. L'impact est ultra concret. Un seul de ces robots, s'il est bien géré, il peut nourrir tout un quartier, de manière autonome. Il gère l'eau au millimètre près, ce qui est absolument crucial aujourd'hui. Et les résultats de tout ça, c'est une véritable indépendance alimentaire. Fini la dépendance à ces chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont, on l'a bien vu, super fragiles. Et cette logique, eh bien, on la retrouve exactement pareil avec l'énergie. C'est l'autre grand pilier de l'autonomie. Quand on installe des panneaux solaires sur les toits, ce n'est pas juste un petit geste pour la planète. Non, c'est bien plus que ça. C'est un acte d'indépendance. C'est se débrancher, littéralement, des grands monopoles de l'énergie. C'est produire son propre courant, pouvoir le partager avec les voisins. Bref, c'est bâtir une résilience collective. Bon, tout ça, ça nous amène au cœur de la stratégie. La grande stratégie. Et c'est là que le changement de perspective est total, vraiment. L'idée, ce n'est plus de combattre le système de front. On sait que c'est une lutte souvent épuisante et, pour être honnête, souvent stérile. Non, l'idée ici est beaucoup plus subtile. Et en fait, beaucoup plus efficace. C'est de le rendre obsolète, tout simplement. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le but, c'est l'abondance locale déconnectée de l'argent. Pensez-y une seconde. L'objectif ultime, c'est de créer une abondance locale tellement riche, tellement fonctionnelle, qu'on n'a même plus besoin de l'argent comme intermédiaire. Imaginez des réseaux d'entraide où la nourriture, l'énergie, la réparation d'un objet, tout ça s'échange. La vraie valeur, ce n'est plus l'étiquette avec le prix. C'est la ressource qui est là, disponible, et le service qu'on se rend les uns aux autres. Alors, comment on fait? La stratégie, elle est assez simple, en 2 étapes. Première étape, on construit. Patiemment, on met en place toutes ces petites infrastructures locales, des micro-fermes en ville, des ateliers de réparation, des générateurs qu'on partage. Et la deuxième étape? Eh bien, on rend ces réseaux tellement efficaces, tellement désirables, que l'ancien système, avec ses prix qui font le yo-yo et son gaspillage monstre, il a l'air complètement archaïque à côté. Franchement, pourquoi aller s'enfermer dans un supermarché quand l'abondance, la vraie, est juste en bas de la rue? Et là, on touche au cœur du problème, le truc qui paralyse tout le monde, la peur de l'effondrement. Mais justement, si on suit cette logique jusqu'au bout, l'effondrement, ce n'est plus une fin en soi, on commence à le voir différemment, plutôt comme une transition, voire même comme une opportunité, une occasion unique de tout reconstruire sur des bases saines. Alors, la question se pose inévitablement, c'est la grande angoisse de notre époque, non? Et si le système s'effondre vraiment? Si les chaînes logistiques lâchent? Si l'économie part en vrille et que l'argent ne vaut plus rien? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, la réponse, elle est presque déconcertante de simplicité. Parfait qu'il s'effondre. Parce que pendant que ce vieux monde se débattait pour survivre, un autre était déjà en train de se construire. Discrètement. Nos réseaux, notre nourriture, notre énergie, ils sont déjà là. Notre résilience, on l'aura construite, pierre par pierre, par-dessus les ruines de l'ancien. Et voilà, c'est ça, la conclusion de toute cette analyse. Il faut peut-être arrêter d'imaginer la révolution comme une grande bataille rangée. La vraie révolution, en fait, c'est un chantier. Chaque potager qu'on plante, chaque panneau solaire qu'on installe, chaque atelier de réparation qui ouvre, c'est une pierre de plus qu'on ajoute à l'édifice. La question, au final, ce n'est plus de savoir si on peut gagner la guerre contre le vieux système. La vraie question, c'est: est-on prêt à commencer à construire le nouveau ?